Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Son Altesse la Princesse Astrid de Belgique est arrivée hier en Côte d'Ivoire avec une forte délégation de 3 grandes régions de la Belgique pour une mission économique, mission officiellement ouverte ce lundi par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, après plus de 2 mois d'absence, est rentré hier dimanche en Côte d'Ivoire. Il dit être de retour pour jouer sa partition à son poste au service de la Côte d'Ivoire. 13 gendarmes nigériens ont été tués ce week-end dans une attaque dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger frontalier du Mali. Nous vous le disions à l'instant, son Altesse la Princesse Astrid de Belgique est arrivée hier en Côte d'Ivoire avec une forte délégation des 3 grandes régions de la Belgique pour une mission économique, mission officiellement ouverte ce lundi par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Plus de 200 hommes et femmes d'affaires pour 135 entreprises belges prennent part à cette mission qui se tient dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de la Belgique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Deuxième grand titre de cette édition, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, après plus de 2 mois d'absence, est rentré hier dimanche en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli par plusieurs députés à l'aéroport. Il dit être de retour pour jouer sa partition à son poste au service de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Après 2 mois à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour en Côte d'Ivoire. Il entend prendre sa place dans le jeu politique. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc, à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume réaffirme sa volonté de soutenir la vision du chef de l'État. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme que Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée. Et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à l'apaisement. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics vient d'achever ses tournées de formation en région des acteurs de la commande publique. Le thème de ces formations, la gestion des contentieux dans les marchés publics et des villes du centre, de l'Est et du Sud ont été visitées par les experts ivoiriens de la NRNP. Le district autonome de Yamoussoukro, les départements d'Abangourou, de Dabou et de Grand Bassam ont constitué les 4 dernières étapes de la tournée en région de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics au titre de l'année 2017. En présence des autorités préfectorales et des élus locaux pour cette formation des acteurs de la commande publique autour du thème prévention et gestion des contentieux dans les marchés publics. Lors de ces différentes séances de formation et de partage, les différents intervenants n'ont pas manqué de donner des précisions sur la passation des marchés publics. Le secrétaire général de la NRNP, Kosonou Olivier, s'est apaisanti sur l'analyse des décisions rendues par la NRNP et les règles à respecter dans la passation des marchés publics. Nous sommes venus spécialement pour gérer les cas de contentieux, de la prévention et la gestion des contentieux. C'est la spécificité de cette session de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le contentieux? Quels sont les points importants qu'il faut voir dans le processus de passation des marchés publics?
Invité spécial à cette séance de formation à Yamoussoukro, Sa Majesté Nana Désiré Amontanoé, roi d'Enzima de Grand Bassam, président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Pour lui, il est important que les règles qui régissent la passation des marchés publics soient connues par tous les acteurs de la commande publique. Il est important pour nous que nous puissions dire à toutes les populations et à toutes les autorités qui sont des parties contractantes, n'est-ce pas, de ces marchés, qu'il est important, vraiment important, que l'exécution, la passation des marchés se passe dans la transparence afin de favoriser le développement, n'est-ce pas, de notre pays. Le président de la NRNP, Koulibaly Nonkarna, a pour sa part informé les différents acteurs lors de ses tournées sur la primauté du droit appliqué par la NRNP dans les marchés publics. Pour lui, c'est la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui connaîtra le développement en pratiquant la bonne gouvernance. Les participants se sont dit satisfaits quant à la qualité des prestations des experts ivoiriens dans les marchés publics. Il y a eu plusieurs intervenants qui nous ont permis de savoir ce qui se passe dans ce vaste budget. Les acteurs de la commande publique des différentes régions de la Côte d'Ivoire, après ces formations menées par la NRNP, sont désormais au parfum des réformes au niveau de la passation des marchés publics. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Bennett, était l'invité de la tribune du GEPSI, un espace d'échange avec la presse sur les sujets de grande importance en Côte d'Ivoire. Au centre de l'entretien, la présentation du plan stratégique et opérationnel 2016-2020 de cette structure. Davis Oyo, Serge Kolia. 2 heures d'échange entre la presse et le directeur général du Bennett, le Bureau national d'études techniques et de développement. Au menu, la présentation du plan stratégique et opérationnel 2016-2020 pour accompagner la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Le plan s'articule autour de 5 axes. L'opérationnalisation de l'émergence, c'est-à-dire comment le Bennett s'organise pour pouvoir aligner ses activités prioritaires sur les projets qui ont le plus d'impact pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il nous faut un Bennett qui est aussi plus efficace, plus réactif, plus efficient, un Bennett qui se réorganise pour pouvoir suivre la cadence qui est imposée pour le développement donc, de la Côte d'Ivoire. Au cours des échanges, il a été aussi question de la dégradation de la voirie en Côte d'Ivoire. Quand on construit une route, c'est pour une durée de vie. Si on a prévu qu'il y ait 10 camions, par exemple, de 20 tonnes qui passent chaque jour. Et qu'au final, on se rend compte que c'est bien 10 camions qui passent, mais ils n'ont pas 20 tonnes, ils ont 50-60 tonnes. Donc, bien entendu, disons, les hypothèses donc, ne sont plus les mêmes. Et bien entendu, la route va se dégrader un peu plus rapidement que ce qui était initialement prévu. Cet espace d'échange appelé Tribune du GEPSI est une initiative du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. La Tribune du GEPSI se veut un cadre d'échange sur les sujets de grande importance en Côte d'Ivoire. Autre sujet, le ministre des Transports a effectué une visite dans les locaux d'une entreprise indienne de construction automobile située à Vridi. Pour le ministre Amadou Koné, cette visite s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile des transporteurs engagé en 2014 par l'État ivoirien. Plus de détails avec Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Le ministre des Transports Amadou Koné en visite à Ashok Leyland, une société indienne spécialisée dans la fabrication d'automobiles située à Vridi. C'est cette structure qui va fournir aux transporteurs de Côte d'Ivoire plus de 3600 véhicules dans le cadre du renouvellement du parc automobile pour un investissement de 100 milliards de francs CFA. En 2016, l'accord de crédit a été signé avec Exim Bank pour 3600 véhicules que doivent livrer donc nos amis de Ashok Leyland ici. Donc nous sommes venus nous assurer que les termes donc, de la convention qui lie donc, le ministère des Transports donc, à travers le FDTR et Ashok Leyland donc, sont respectés. Il s'agit d'insister sur le service après-vente.
Il s'agit également de faire en sorte que les transporteurs qui sont les clients finaux, donc les bénéficiaires, donc soient rassurés en ce qui concerne donc les véhicules qui vont être mis à leur disposition. Donc pour nous, il était important qu'avec les transporteurs, donc nous fassions la visite ici. Nous sommes heureux de constater que Ashok-Leyland est en train de s'installer. Les opérateurs qui souffrent du vieillissement de leurs engins sont les premiers heureux. Cette opération que le gouvernement engage aujourd'hui en faveur de notre secteur d'activité, qui est le secteur du transport routier, est une bonne opportunité pour l'industrie du transport routier en Côte d'Ivoire. Il faut noter, selon les témoignages qui nous parviennent, et ceux qui viennent de faire les différents tests avec ces véhicules, démontrent que ces véhicules ont une certaine fiabilité en termes donc, de mécanique et en termes d'électricité et surtout en termes d'endurance. C'est ce qui est le plus important. Mais ce que nous notons et qui peut être beaucoup plus satisfaisant, c'est la disponibilité des pièces de rechange. Parce que le bon transporteur, c'est celui qui est capable de se dépanner à un temps record pour poursuivre son travail. Ashok-Leyland prévoit la formation de main-d'œuvre dans le domaine de la mécanique électrique qui va durer 7 mois. Ces étudiants ingénieurs sont issus de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Rendons-nous maintenant à Bangourou. Le centre juridique de cette localité a initié un atelier d'information, de sensibilisation à l'intention des acteurs impliqués dans la protection des droits humains. Au menu des échanges, la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Chantal Ouma-Akanda. Pour garantir et assurer une protection effective aux défenseurs des droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions, l'État ivoirien a adopté la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014. Cette loi fait référence à la promotion et à la protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Elle est censée les protéger contre les menaces et les intimidations. Cependant, elle est méconnue de la plupart des bénéficiaires eux-mêmes. 2 jours durant, un cadre d'échange a réuni les acteurs concernés pour corriger cette lacune. L'État a voulu corriger cela pour doter ces activistes des droits de l'homme d'un instrument juridique qui garantisse leur quiétude dans l'exercice de leurs fonctions. Malheureusement, ces acteurs-là, les bénéficiaires même de cette loi, ne sont pas informés. Donc il est important de pouvoir vulgariser cela. Au total, une vingtaine de défenseurs des droits de l'homme de la région de l'Indénié-Djuablin, notamment des officiers de police judiciaire et des membres des organisations de la société civile, se sont familiarisés avec cette loi qui définit le cadre juridique de protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en compte dans l'exercice de leurs fonctions. Au niveau des hommes, on n'est pas toujours compris quand on veut défendre les droits des femmes qui viennent vers nous parce qu'elles ont été soit violentées ou bien elles ont subi certaines oppressions. Lorsque nous voulons les défendre, parce qu'ils considèrent que ce sont des situations intimes, ce sont des situations qui ne concernent qu'eux. Mais actuellement, nous savons que lorsque nous recevons ce genre de menaces-là, nous avons des recours. Notons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de promotion et de protection des défenseurs des droits de l'homme, PRODEF, initié par Avocats sans frontières France, en collaboration avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Ce projet est financé par l'USAID. Cap sur Korogo en collaboration avec la Société ivoirienne de rhumatologie, la mairie de Korogo a organisé une journée de sensibilisation sur les effets de cette maladie, le rhumatisme. 8000 personnes malades de rhumatisme et des affections associées ont été consultées. Kwasi Mamadou. Le rhumatisme est un terme donné à toutes les maladies responsables de douleurs ou d'inflammation affectant les articulations comme les tendons et les ligaments. Cette maladie connaît une proportion importante en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Poro. En collaboration avec la Société ivoirienne de rhumatologie, la mairie de Korogo a organisé des journées de consultation médicale. Pendant 5 jours, 8000 personnes de la ville de Korogo et des villages environnants souffrant de cette maladie ont été dépistées par 14 médecins spécialistes en rhumatologie. Les cas les plus importants constatés sont le rhumatisme, l'arthrose, la lombalgie et la sciatique. Ces séances de consultation ont été suivies d'une conférence publique
au cours de laquelle le professeur Edmond Eti, président de la Société ivoirienne de rhumatologie, a sensibilisé la population sur les causes, les conséquences et les recommandations liées au rhumatisme. Le conférencier a par ailleurs recommandé aux populations d'adopter de bons comportements et des attitudes physiques. Des examens radiologiques et biologiques ont été faits, ainsi que des médicaments offerts gracieusement aux malades. Dr Moustapha Sissé a, au nom du maire Amadou Gonkoulibaly, indiqué que le conseil municipal de Korogo a fait de la santé et du social des axes prioritaires de sa politique de développement. C'est par une marche qu'ont pris fin ces journées médicales sur le rhumatisme pour dire non à cette maladie à Korogo. Et toujours en santé, le village d'Alokwa, situé à 6 km d'Abidjan sur l'autoroute du Nord, se dote d'un centre de santé urbain moderne. L'ouvrage a été construit sur fonds propres des populations. Godefroy Okambawa, Franck Kwadio. Un centre de santé pour le village d'Alokwa. L'infrastructure sanitaire construite sur fonds propres par les populations dispose d'un dispensaire, d'une maternité, d'une pharmacie, d'un laboratoire d'analyse, d'une salle d'échographie et de réunion pour les agents sanitaires. Elle aura coûté 163 millions de francs CFA. À travers la construction de cet établissement sanitaire, avec toutes les commodités, nous sommes sûrs de pouvoir apporter des réponses satisfaisantes aux questions liées à la santé. Ce centre hospitalier mis à la disposition de l'État par les populations s'inscrit dans l'objectif d'accompagner le gouvernement dans ses actions de développement local. C'est votre joyau, c'est vous qui l'avez construit. Prenez-en soin. Le personnel qui viendra, sachez que ce sont vos enfants. Très souvent, il y aura des impairs. Merci pour la population d'Alokwa. Merci pour nous aussi, car vous nous facilitez la tâche. Situé en bordure de l'autoroute du Nord à 6 km d'Abidjan, Alokwa est un village de plus de 5000 âmes rattaché à la commune d'Anyama. Ce village abrite également la nouvelle zone industrielle d'Abidjan. Les agents de l'Office ivoirien de parcs et réserves étaient à Yamoussoukro pour une formation de renforcement de compétences. Elle a porté sur la gestion durable des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Thomas Guessabi. Les velléités d'occupation et d'agression des aires protégées en Côte d'Ivoire restent toujours une problématique d'actualité. Et l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui a en charge la gestion quotidienne et durable de ces aires, ne veut pas faillir. Les stratégies, voies et moyens pour une meilleure sauvegarde et valorisation de ce patrimoine national sont constamment mis en œuvre et évaluées. Une des voies étudiées récemment est comment minimiser les impacts sociaux des populations environnantes de ces aires protégées, mais aussi quel traitement réservé aux populations infiltrées. À Yamoussoukro, dans ce mois d'octobre, la réflexion a été menée et la prise en compte par les gestionnaires de ces aires des questions sociales dans les projets de conservation a été mûrie. Mieux, la familiarisation davantage de ces gestionnaires aux outils afférents que sont l'évaluation d'impact environnemental et social, le plan de gestion environnementale et sociale et le plan d'action de réinstallation AI3 de cité. Cas pratique au cours de cette rencontre dirigée par le colonel Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, le parc national de la Maraoué qui constitue la seule aire protégée infiltrée par les populations et pour laquelle des mesures de restauration ont été prises par le gouvernement sur une période de 2017 à 2020. Une délégation du Conseil Café Cacao est en tournée à l'intérieur du pays pour inviter les producteurs de cacao à accepter le prix minimum garanti Borchamp fixé à 700 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne 2017-2018. Elle était à Daloa, Konaté Ngana. La visite des responsables du Café Cacao à l'intérieur du pays a pour but d'informer les acteurs de la filière du prix du kilogramme de cacao fixé à 700 francs Borchamp. Pour le respect de ce prix et surtout pour sensibiliser et informer les acteurs de la filière sur les nouvelles dispositions, une rencontre a été initiée à la préfecture de Daloa. Nguessan Edouard, directeur général adjoint du Conseil Café Cacao chargé de la production, s'est voulu ferme avec les acteurs de la commercialisation interne. Selon lui, le prix du kilogramme de cacao, conformément au marché international, devrait être fixé à 600 francs CFA. Mais le gouvernement a décidé d'aller jusqu'à 700 francs CFA
qui est le prix maximum qui peut être payé aux producteurs sans mettre le système en danger. L'envoyé du Conseil Café Cacao a donc invité les acteurs de la filière à accepter le prix minimum garanti. Un message bien perçu par les producteurs. Tous les acheteurs ici au niveau du Haut-Sassandra sont très contents et sont sur le pied pour pouvoir respecter ce prix de 700 francs sur le terrain. Nous sommes les producteurs. Si les prix sont respectés, les champs sont bien entretenus et la production du pays va toujours aller bien. Nous demandons à tout le monde de respecter le prix pour que le cacao ivoirien puisse continuer à soutenir le pays pour tout ce que le président de la République fait pour les producteurs, pour que nous soyons reconnaissants au chef de l'État, pour que nous travaillions bien et que nous respectons le prix aux producteurs. À l'issue de la rencontre, le Conseil Café Cacao a rappelé que la répression va être menée dans la filière pour la débarrasser des acteurs indélicats afin de faire profiter aux producteurs le fruit de leur travail. L'innovation technique pour garantir une bonne production agricole et une sécurité alimentaire était le sujet de l'atelier d'information des autorités et des acteurs du secteur agricole qui s'est tenu à Ténengoué dans le département de Soubré. On en parle avec Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Boaké. Le projet YAM6 a pour objet l'amélioration de la production de l'igname, développer des innovations de gestion durable de la fertilité des sols, lutter efficacement contre la culture extensive dans le système de production de l'igname. Débuté en janvier 2015, la première phase du projet prendra fin en décembre 2020. Il est organisé un atelier d'information des autorités locales et des acteurs des acquis du projet YAM6. La densité de plantation est autour de 5000 buts, alors qu'il faut 10 000. Un système de stockage innovant. Nous avons introduit un système qui allie très peu de bois avec beaucoup de cordes. On a également la fumée minérale, la fumée organique et la fumée organo-minérale, que les paysans eux-mêmes ont classifié en fumée organique, donc ce qui s'y prête pour les pauvres. L'ANADER, à travers son représentant, attend la vulgarisation des innovations dans la région du Berry. Nous attendons que ces résultats-là soient mis à notre disposition pour que nous puissions donc l'étendre à une grande partie de la population. Cette technologie contribuera à améliorer durablement la sécurité alimentaire et le revenu des acteurs de la filière. Ces innovations-là sont importantes pour améliorer la productivité des l'igname. Et nous pensons qu'il est opportun de passer à un autre stade, faciliter leur diffusion auprès d'une masse importante de producteurs. Le projet YAM6, dont la seconde phase est acquise, a l'avantage d'être mis gratuitement à la disposition de tout producteur s'agissant des intrants, des semences et du suivi. Elle est tout à fait autre chose à présent. L'école maternelle publique Chanrou dans la commune de Marcory a été rénovée. C'est une initiative du groupe commercial, justement de la place. Godefroy Okambawa et Astou Touré nous parlent justement de cette rénovation. Une bonne formation dans un cadre d'apprentissage adéquat pour les enfants de Marcory. Un groupe commercial installé dans la commune l'a si bien compris. Ce groupe vient de rénover l'école primaire et la section maternelle du Champrou. C'est aussi faire bénéficier à tous de notre développement en Côte d'Ivoire. Je parlais de l'emploi, je parlais de la coopération qu'on a avec les 211 fournisseurs de Côte d'Ivoire. Là, nous sommes voisins, donc on donne un coup de main à l'école Champrou. Un geste qui vient améliorer les conditions du travail selon les responsables de l'établissement. Avant la réhabilitation, vraiment, on avait des problèmes. Les tôles étaient passées, les classes, c'était presque en bois. Ils ont mis ça en dur. Lorsqu'on voyait l'école, on se disait que c'est une école des petits-enfants qui s'est transformée comme ça aujourd'hui. Je dis merci. Ces travaux de rénovation ont coûté près de 15 millions de francs CFA. L'établissement accueille en moyenne près de 500 enfants chaque année. Et toujours au chapitre éducatif, plus de 300 kits scolaires viennent d'être distribués aux élèves de 4 quartiers de Grand Bassam par les associations Kon Eyele et Nzima Kotoko. Objectif de cette action, soutenir ces élèves pour une bonne année scolaire. David Soyo, Serge Kolia. Les associations Konyele et Nzima Kotoko aux côtés des élèves du primaire de Grand Bassam.
Plus de 300 écoliers des quartiers France, Azureti, Impérial et Mondoukou ont reçu des kits scolaires. Nous attendons d'eux de bons résultats scolaires. À notre tour, nous avons fourni tous les efforts de manière à ce qu'ils soient équipés dès le premier jour de la rentrée en obtenant toutes leurs fournitures scolaires. Nous fixerons comme objectif de réussir vos études pour vous-même, pour vos parents qui font tant de sacrifices pour vous et pour la victoire de chaque pays. Pour les bénéficiaires, ce geste vient comme un soulagement. Ce don contribue à améliorer les conditions d'apprentissage. En effet, l'éducation de nos enfants constitue une priorité pour nous et pour notre société, ce qui confère ce don un caractère particulier et une haute portée symbolique. Cette action sociale s'inscrit dans la droite ligne de la vision des associations Konyele et Nzima Kotoko, à savoir œuvrer à la promotion de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Un mot de religion, la congrégation des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ a célébré hier dimanche son jubilé d'or. C'était à la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto à Abobo, Pika 18. Christiane Kobi, Serge Kolia. C'est en octobre 1967 que les premiers missionnaires de la congrégation des stigmates arrivent en Côte d'Ivoire. Avec la bénédiction de Monseigneur Bernard Yago, il s'installe à la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboissou. Cela fait aujourd'hui 50 ans. 50 ans d'engagement marqué par 4 représentations en Côte d'Ivoire. Ce jubilé d'or célébré par la congrégation est un moment de maturité. Il fait appel à de nouvelles perspectives au service de Dieu. Le premier défi, c'est que très prochainement, nous serons une vice-province. Nous passerons d'une délégation à une vice-province. Être au service du Seigneur, c'est un privilège, c'est une joie. Et surtout, l'être pour toute notre délégation ici encore pour 50 ans, c'est encore source de grande joie et de reconnaissance au Seigneur. Prières, louanges et adorations ont rythmé la célébration de ce demi-siècle d'existence en Côte d'Ivoire. Pour les fidèles, c'est un moment de joie et de reconnaissance à Dieu. Les cinquantenaires de paix ce matin, c'est une joie pour moi. En tout cas, l'émotion est tellement grande, c'est de dire merci à Dieu. C'est une fête nationale et notre paroisse a accueilli cette grande fête. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce-là. La congrégation des stigmates est née à Vérone en Italie en 1816. Elle a été fondée par le père Gaspard Bertoni. Les stigmatés sont présents aujourd'hui dans 14 pays. La mission totalise 200 ans au service de l'évangélisation. Les chrétiens de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire œuvrent pour une Église du christianisme céleste unie. Ils se sont déplacés massivement lors de l'inauguration de la cathédrale Troupeau Béni. Christ Diomandé à Boussanogo. La bidjanaise chantée pour la première fois par les leaders et fidèles de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la cérémonie inaugurale de la cathédrale Troupeau Béni. Un chant symbole de l'unité, de l'amour et de la paix au sein de la famille céleste. Le vénérable Mosso supérieur Akakwame a fait un plaidoyer pour une Église du christianisme céleste réconciliée et unifiée en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs exhorté tous les fidèles à tourner la page de la division. Le rôle de l'État, c'est d'unifier et de mettre les gens ensemble. Et cette division interne a desservi considérablement l'Église christienne. Aujourd'hui, où les choses se remettent en place, vous verrez le rôle, l'engagement que l'État va prendre vis-à-vis de l'Église du christianisme céleste. À partir de ce 70e anniversaire, tout le monde aspire à l'unité de l'Église. Bâtie sur une superficie de 1200 mètres carrés à Port-Boué, la cathédrale Troupeau Béni est le plus grand édifice céleste de l'Afrique. Son inauguration a rassemblé tous les leaders célestes de Côte d'Ivoire et la famille Ochofa. Et cette information pour terminer, 13 gendarmes nigériens ont été tués ce week-end dans une attaque dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, frontalier du Mali. Les opérations de traque ont été lancées par l'armée nigérienne. Le sud-ouest frontalier du Mali est régulièrement la proie d'attaques des groupes djihadistes. Début octobre, l'une d'elles y avait coûté la vie à 4 soldats américains et 4 soldats nigériens
en patrouille. Merci à la réalisation, aux techniciens, à la chef de l'édition de ce journal. C'est la fin. Merci à vous de l'avoir suivi.